Alors tout d'abord, je voudrais vous signaler, enfin vous dire comment j'ai eu cette idée. Cette idée m'est venue parce qu'il y a ouais, une quinzaine de jours, j'ai eu des nouvelles de quelqu'un que j'avais fréquenté entre guillemets il y a une dizaine d'années et nous partagions ensemble des activités associatives, voilà. Et cette personne avait des problèmes de psychologiques graves. Elle était paranoïaque, voilà. Et quand j'ai eu des nouvelles d'elle, heu, par la suite, j'ai réfléchi et je me suis dit: «Mais comment, heu, quelqu'un qui reçoit, qui consulte, dans un travail de tarologue ou de psychotarologue, une telle personne pourrait travailler en toute tranquillité si elle travaille seule?» Alors j'explique. Quand j'étais, encore très proche de cette personne, alors le fait qu'on ne se soit pas vu n'a rien à voir avec sa pathologie. Mais quand j'étais en contact avec elle, hem, des membres de l'association m'avaient dit: «Elle va pas bien et elle refuse de prendre son traitement», donc déjà c'était avancé et elle est aucun psychiatre ne veut la voir. Donc j'en ai parlé avec, le psychiatre de l'institution dans laquelle je travaillais, en lui demandant s'il pouvait bien lui donner un rendez-vous. Il m'a dit: «Oh là là, surtout pas, et toi ne t'en mêle pas». Bon, nos relations étaient très, très amicales, donc il y avait aucun problème, il pouvait me dire ça. Et là, il m'a confié que cette personne était paranoïaque, donc je m'en doutais un petit peu, qu'elle avait épuisé les psychiatres de la région, qui dorénavant refusaient de la rencontrer parce que, mes collègues psy le savent, parce qu'un paranoïaque, c'est quelqu'un de très dangereux quand on travaille en libéral et seul. Parce que c'est quelqu'un qui va, premièrement, vous pousser dans vos retranchements. Le transfert et le contre-transfert vont être dans une dynamique de psy, hein, je ne parle pas de tarologue, vont être très difficiles. Et c'est quelqu'un qui peut très rapidement vous poser des problèmes et vous dénoncer au conseil de l'ordre. Alors, bien sûr que le conseil de l'ordre des médecins et des psychiatres connaît ces pathologies et le psy ne va pas avoir de problème, il ne va pas y avoir de suite. Mais c'est quand même quelque chose de très difficile à vivre. Et mon collègue ami psychiatre m'a dit: «Si elle veut consulter, il faut qu'elle aille dans un hôpital. Au moins, il y aura des gens autour, il y aura des témoins». Voilà. Et là, j'ai pensé à tous les psychotarologues, les tarologues, qui ne sont pas, surtout ceux qui ne sont pas psy de formation, et qui peuvent se trouver face à des dangers pareils. Voilà, ça c'est le premier truc qui a fait que je me suis dit, ça serait intéressant de proposer ce genre de travail aux tarologues notamment, mais aux psychotarologues et autres. Alors, je vous renvoie aux documents que vous allez avoir. Je vais vous les montrer un par un aussi maintenant. Donc, vous allez avoir dans votre document le cadre d'intervention qui est très clair, voilà, qui offre une parole sécurisée, c'est-à-dire que avant que vous soyez admis dans ces groupes que je vais former et constituer, je vous demanderai d'adhérer à un protocole. Parce qu'il n'est pas question
que ce qui se dit ou ce qui s'explique sur Internet ou ailleurs soit diffusé. C'est exactement la même chose quand nous faisons des groupes d'analyse de la pratique ou de supervision ou de réflexion et d'échange sur les rencontres professionnelles. Nous adhérons à un protocole qui est censé et qui doit nous protéger, nous, en tant que pros, et protéger les patients, les consultants. Dans ce cadre d'intervention, nous allons aussi réfléchir à quelques propositions de travail et à quelques notions essentielles comme la notion de bientraitance, comme apprendre à ce qui peut se jouer dans les relations interpersonnelles, aussi poser des questions avec des outils différents, plus ou moins connus de chacun. Il y a des outils qui peuvent être utilisés par des personnes qui ne pratiquent pas la psychologie en tant que professionnels, mais qui peuvent être utilisés dans la vie de tous les jours d'un professionnel. Alors, je vous rassure, ce ne sont pas les tests de elle, de nous deux, d'ici Paris, ou de Femmes Actuelles, ou attendez, qu'est-ce que j'ai vu l'autre jour à la médiathèque? Alors, c'était pas Femmes Actuelles, c'était Avantage. Voilà. Donc là, c'est vrai que là, on peut trouver des bonnes idées quand même. Mais bon, il n'y aura pas que ça. Et ça va vous apprendre aussi à analyser les réponses obtenues. Alors, nous allons avoir une méthodologie. Je vous rapporte aux planches de PDF que vous allez recevoir. La méthodologie est un groupe qui va, avant la séance de groupe, je le dis très rapidement, m'envoyer des questions ou des situations de cas ou des études de cas. J'en choisis 2 ou 3 selon l'importance de la question. Le fait que vous me proposiez des questions, des études de cas, des cas vrais, ce qui est avant, à l'intérêt que je vais pouvoir vous proposer pour les séances et après des documents ou des lectures à faire, voilà, qui répondent un peu plus à vos questions, ou pas, ça dépend, peut-être qu'il n'y en aura pas. Mais c'est pour ça que j'aimerais que recevoir des possibilités de travail dans le groupe avant les séances. On va dire, je récolterai les propositions entre chaque séance et j'arrêterai de les prendre une semaine avant la séance pour pouvoir avoir un peu de temps pour bosser dessus. Ensuite, après la séance, je vous fais un résumé, je vous donne d'autres documents si nécessaire. Vous aurez un lien vers la vidéo de la séance. C'est un lien privé sur Podia uniquement pour les participants. Alors, il faut que je vois sur Podia si je peux. C'est pas évident. C'est pas évident. Si quelqu'un est au courant, merci de me mettre un petit message. Parce que les séances vont durer 2 heures. Et je ne sais pas si sur Podia, je vais mettre... j'ai la possibilité de mettre 2 heures. Bon, je vais me renseigner, je vais voir. Et c'est une séance une fois par mois. Et vous avez toutes les possibilités, le prix, etc. Donc, je vous précise aussi que c'est un travail de groupe. Vous allez voir que dans la planche qui s'appelle quelques précisions, je suis claire et nette. C'est pas un travail de thérapie, c'est pas une psychothérapie de groupe, c'est une analyse de la pratique ou une analyse ou des réflexions sur nos pratiques. Et la personne qui décide de ce qu'on fait, de ce qu'on a le droit de dire, de ce qu'on a le droit de ne pas dire,
Et voilà, c'est moi. C'est moi qui suis Oren. Je ne veux pas de débordement, je ne veux pas de jugement, je ne veux ni sur les autres participants, ni sur les consultants. Que cela soit très clair. Et encore moins sur moi. Non, encore moins sur moi, c'est une blague. C'est une blague, comme dirait Petit Bout. C'est mon petit. Voilà. Alors, ce qui me semble intéressant aussi, et qui se fait que vous allez trouver dans toutes les démarches d'analyse de la pratique. Donc, je le dis ouvertement, je les ai vécus comme ça, j'en ai fait pendant 35 ans au minimum. Je les ai vécus comme ça, mes collègues les ont vécus comme ça. C'est des notions qu'on retrouve tout le temps. Donc vous allez, si vous fouillez sur internet, vous allez retrouver les mêmes choses, hein. Alors, on va aborder. J'aimerais faire, mais j'arrive pas à le faire. Ça, c'est intéressant. J'aimerais faire un tirage projectif comme dans le bouquin de Denise Roussel, le tarot miroir de soi, hein, qui, je vais vous le montrer, mais le tarot, voilà, le tarot psychologique miroir de soi, le bouquin de Denise Roussel. Bon, vous le voyez à l'envers, mais j'ai fait une vidéo il y a à peu près 2 mois là-dessus, donc allez voir. Alors, je voudrais faire un travail de projection sur le tarot, comme dans le tarot psychologique miroir de soi, mais je ne suis pas un psychologue. Ben, on en parlera. Je fais des choses, mais je n'arrive pas à en parler ou à partager. Ça, c'est intéressant parce que je viens de vous dire, il y a quelques instants, les précisions pour le respect des autres membres du groupe, mais aussi des consultants. De quoi vous pouvez parler concernant votre consultant, de quoi, non pas de quoi, mais qu'est-ce que vous pouvez partager avec de ce que vous disent vos consultants, dans quel cadre, avec qui. Et si vous vous dites « je fais mais je n'arrive pas à en parler », c'est très bien. Si vous n'arrivez pas à en parler à d'autres psychologues ou psychotarologues ou tarologues qui vont être dans la discrétion, hein, puisque pour les tarologues, on ne va pas dire secret professionnel, mais discrétion professionnelle, c'est questionnant. Venez nous en parler. Je fais, mais j'aimerais bien ne pas le faire. Alors ça, c'est des gens qui vous demandent en consultation des choses que vous n'avez pas à faire ou que votre éthique à vous empêche de faire. Par exemple, je cherche un cas que j'ai vécu. Voilà, j'ai trouvé un cas vécu. Une jeune femme de 25-26 ans a envie de prendre sa liberté parce qu'elle a des parents très proches, très aidants, mais qui ne comprennent pas qu'elle a 25-26 ans. Donc, elle est amoureuse d'un garçon qui l'amène en bateau, ça c'est sûr, qui lui pique son pognon, et les parents n'arrivent pas à lui faire entendre raison. Alors, comment les parents savent qu'il lui pique son pognon? C'est parce qu'ils ont procuration sur le compte bancaire de leur fille pour X raisons, et ça n'a jamais posé problème, ni aux uns ni aux autres. Comment ils se débrouillent avec cette histoire? Ils se débrouillent très mal, les malheureux, et je les comprends parce que leur fille est adulte, majeure, vaccinée, bosse, un bon métier, beau métier, et mais eux, ils sont très angoissés de l'avenir de ce couple et de cette situation amoureuse. Et ils viennent me voir en me disant: «On a fait des recherches sur ce garçon. On en a parlé à notre fille qui veut rien savoir.
et on a ouvert les lettres qu'il lui envoyait chez nous. Vous comprenez? Quand un patient ou un consultant vient vous dire ça, comment pouvez-vous lui répondre de votre éthique à vous qui est moi, ça ne m'intéresse pas les lettres que votre fille reçoit de son amoureux. J'ai un autre cas. Alors, c'est aussi professionnel, on va dire. Une collègue de travail, sa fille est mariée, a des enfants, à la quarantaine, elle décide de divorcer. Et le mari ne supporte pas, il est lui très amoureux, ne supporte pas le divorce et envoie des lettres à sa future ex-femme qui peuvent faire penser à une pathologie mentale. Je vois débarquer chez moi une personne que je connaissais aussi, elle n'est pas venue comme ça, avec les lettres que son futur ex-gendre envoyait à sa fille, en me demandant de les lire et de lui dire ce que je pensais de la pathologie de ce monsieur. Quand vous êtes dans une situation comme ça, vous sentez le désespoir des personnes qui vous consultent. Mais votre éthique vous dit que vous n'avez pas ni à regarder les comptes bancaires de la jeune femme en question, ni à lire les échanges de courriers entre elle et son amoureux qui lui pique ses sous, ni, dans l'autre cas, de lire les lettres qui ne vous sont pas adressées. Même si, à mon refus de lire les lettres du mari qui veut absolument pas divorcer, la mère, donc la mère de la jeune femme m'a dit: «Mais tu peux les lire, ma fille est d'accord pour que tu les lises, mais est-ce que ton futur ex-gendre est d'accord pour que je les lise?» Voilà. Ça, je fais, mais j'aimerais, dans certains cas, moi je le fais pas, mais dans certains cas, c'est difficile de dire non. Comment on peut expliquer aux gens qu'on doit dire non? Et on va dire, parfois on va dire oui, et on revient à mon postulat, je fais, mais j'aimerais éviter de le faire. L'autre jour, je discutais avec quelqu'un, une ado. Je lui disais: «Mais viens me parler, on en discute». «Non, je viens pas parler avec toi parce que je pleure à chaque fois». Honnêtement, je la fais pas pleurer à chaque fois, c'est pas vrai, mais c'est arrivé. Alors, vous allez dans ce cas-là venir me dire: «Je fais», mais sans en avoir conscience, et je vous ai mis sur la planche, par exemple, mes consultants pleurent pratiquement à chaque fois. Qu'est-ce qui fait que vos consultants pleurent à chaque fois? Qu'est-ce qui fait que quand ils pleurent, vous êtes scotché, ébahi et embêté? Et comment on peut répondre à tout ça? Et on va y réfléchir ensemble dans le groupe. Je vous dirai ce que j'en pense et les autres vous le diront aussi. Bon. Tout ça pourquoi? Parce que vous êtes des professionnels qui, même s'ils ne sont pas psy, sont intéressés par les processus psychiques. Vous avez face à vous des consultants qui vont vous parler de chômage, de mutation de modalités dans leur travail, qui vont changer de travail, qui, à la suite de la crise sanitaire, ont démissionné pour faire autre chose, ou qui sont certains dans des situations précaires ou très précaires, ou qui souffrent dans leur travail. Vous avez des gens qui ont pratiqué le télétravail et qui se rendent compte maintenant que ça leur convient tout à fait, mais il faut revenir au boulot. Ou encore des gens qui ont des sentiments d'exclusion professionnelle, sociologique ou psychologique. Voilà, ça c'est une partie de ce que nous pourrons travailler ensemble. Et au final,
il y a plusieurs solutions et je vous renvoie à la planche. Sur ce, à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, ça serait bien, à liker et à prendre contact. Et aller voir soit sur Podia, soit sur mon site internet, toujours en référence en bas, les conditions de ce travail. Et j'espère que vous serez très nombreux. Nous sommes très contents parce que nous n'avons pas eu de gel. Même pas pratiquement, nous n'avons pas eu de gel. Même si la nuit s'est descendu à 0. Le prunier était chargé de fleurs et nous avions très peur, mais avec un peu de chance et en croisant les doigts, on aura des prunes cet été.